L'Everest, 8849 mètres à gravir. Située entre le Népal et la Chine, elle est considérée comme le toit du monde, la montagne la plus haute du monde. Dans cette toute première vidéo, nous allons voir les dangers que cache cette montagne. Entre le manque d'oxygène, les climats extrêmes, les chutes de sérac et encore bien d'autres. Alors préparez-vous et on est parti pour 4 jours d'ascension. En réalité, l'expédition dure environ 2 mois. Au début, les alpinistes arrivent généralement dans la ville de Katmandou, au Népal, avant de rejoindre le camp de base à 5364 mètres d'altitude. Puis ils feront des rotations entre le camp de base et le camp 1 pour permettre l'acclimatation progressive de leur corps à l'altitude. N'oublions pas que l'ascension se déroule en 5 étapes. Du camp de base au camp 1, du camp 1 au camp 2, du camp 2 au camp 3, du camp 3 au camp 4, puis l'étape finale du camp 4 au sommet, que l'on appelle aussi zone de la mort. Au-delà de 7500 mètres, c'est toi et toi-même. Il n'y a aucun secours, aucun hélicoptère. En clair, ton corps meurt à petit feu. Enfin, après plusieurs jours d'acclimatation, l'ascension débute. Du camp de base au camp 1, et elle commence avec l'un des endroits les plus mortels de l'ascension, que l'on appelle Icefall. En clair, l'Icefall est une cascade de glace qui se déplace d'1 mètre par jour. À cet endroit, chaque pas sont délicats. Des échelles sont placées pour pouvoir traverser les crevasses qui peuvent atteindre plus de 50 mètres de profondeur. Le deuxième danger de cette étape, ce sont les séracs. Les séracs sont d'immenses blocs de glace pouvant atteindre la taille d'un immeuble et qui menacent de s'écrouler à tout moment. Si un de ces séracs a le malheur de se décrocher, de nombreuses personnes pourraient périr sous ce sérac. Il faut savoir que cette première étape se déroule sur une distance d'environ 700 mètres de montée, sur une durée de 6 à 12 heures pour ensuite atteindre le camp 1. Entre le camp 1 et le camp 2, nos alpinistes remontent toute la Western Cune, qui est une vallée glaciaire peu dangereuse. Alors attention, peu dangereuse, mais ce n'est pas un fleuve tranquille. À cause des fortes chaleurs dans cette vallée glaciaire, les températures peuvent grimper à plus de 37 degrés. Les alpinistes doivent donc bien se protéger, car la quantité d'UV absorbée par le corps est énorme. Et une fois cette vallée traversée, nous arrivons enfin au camp 2. Cette étape se déroule sur la traversée de la face ouest du Lhotse. Les alpinistes progressent sur une pente de glace et de neige que l'on appelle la face ouest du Lhotse. Cette pente a un angle moyen de 30 à 40 degrés, mais certaines sections sont encore plus raides. Des cordes fixes sont installées pour sécuriser l'ascension. Les grimpeurs doivent les utiliser en s'attachant avec un jumar que vous voyez à l'écran. Il ne faut pas oublier que la face ouest du Lhotse est exposée au soleil. Donc comme l'étape précédente, nous retrouvons ces fortes chaleurs. En revanche, le vent peut être puissant et glacial et rendre l'ascension encore plus éprouvante. En plus de tout ça, à cette altitude, l'oxygène est environ 40% moins abondant qu'au niveau de la mer. Les alpinistes doivent donc gérer leur souffle et éviter l'épuisement. Une fois cette étape parcourue, nous arrivons enfin au camp 3, où les alpinistes devront travailler ensemble pour sécuriser cet emplacement, car le camp 3 est situé sur une corniche inclinée, exposée et ancrée dans la glace. Entre le camp 3 et le camp 4, l'ascension de l'Everest devient encore plus exigeante, dans une zone critique à la fois physiquement et mentalement. Cette étape commence par une montée raide dans le couloir de Genève, une pente d'environ 40 à 50 degrés. Les crampons et les cordes fixes sont essentiels pour progresser en toute sécurité. Après le couloir de Genève, les alpinistes atteignent la face jaune, une paroi rocheuse, glacée et inclinée. La progression ici est lente, car le mélange de roches et de glace nécessite une vigilance pour poser les pieds et gérer les cordes fixes. À cette hauteur, la concentration d'oxygène est environ 33% de celle au niveau de la mer. Les alpinistes ressentent une énorme fatigue, des essoufflements constants et risquent de développer des symptômes de mal aigu des montagnes, comme des maux de tête, des nausées ou encore des confusions. Certains commencent à utiliser de l'oxygène supplémentaire, avec une bouteille placée dans le dos et un masque d'oxygène. À savoir, le camp 4 est le camp le plus dangereux, car il est situé sur le col sud à 7920 mètres d'altitude
et à la frontière de la zone de la mort. Ce camp 4 est exposé au vent violent et les températures peuvent descendre bien en dessous de moins 30 degrés. Ce camp est le dernier avant l'ascension finale vers le sommet. Les alpinistes ne passent qu'une courte période ici pour se reposer et se préparer, car rester trop longtemps dans la zone de la mort est dangereux. Ce parcours entre le camp 3 et le camp 4 est une véritable épreuve d'endurance et de résilience. L'arrivée au camp 4 marque le début de l'ultime défi, l'assaut final vers le sommet. Vous vous posez sûrement des questions. Comment les alpinistes font pour manger? Comment font-ils leurs besoins? Que se passe-t-il si l'un d'entre eux est blessé? Il faut savoir que pour manger, les alpinistes emportent avec eux des réchauds à gaz pour faire fondre de la neige et ensuite verser cette eau chaude dans des sachets d'aliments déshydratés ou bien lyophilisés. À haute altitude, il n'y a pas de toilette. Donc vous m'aurez compris, les alpinistes doivent faire leurs besoins rapidement, souvent directement dans la neige. Si un alpiniste est blessé, cela va dépendre de la gravité de la blessure. Pour les blessures mineures, on utilise des trousses de premier secours contenant des bandages ou des médicaments contre la douleur. Concernant les blessures graves, comme une fracture, l'équipe essaie d'immobiliser la zone concernée avec des attelles improvisés. Puis il sera rapidement descendu car l'altitude aggrave les problèmes. Au-dessus de 8000 mètres d'altitude, les secours dans cette zone sont extrêmement difficiles. Les hélicoptères peuvent intervenir jusqu'au camp 2, soit 6400 mètres d'altitude, mais pas plus haut à cause des vents violents et de l'altitude. Les Sherpas et coéquipiers peuvent aider à descendre le blessé, mais cela dépend de la gravité de la blessure et des conditions, car eux-mêmes peinent à survivre dans cette zone de la mort. L'ascension de l'Everest entre le camp 4 et le sommet est l'une des étapes les plus difficiles et dangereuses de l'expédition. Cette portion, située dans la zone de la mort, met les corps et les esprits à rude épreuve. Il faut savoir que le départ se fait de nuit. Les alpinistes quittent le camp 4 vers 22 h pour atteindre le sommet au lever du soleil ou en début de matinée. Cela réduit le risque d'être pris dans une tempête l'après-midi. Ils s'équipent de leur oxygène supplémentaire car l'air devient extrêmement pauvre en oxygène. Les alpinistes passent par des passages très techniques, comme le passage du Balcon à 8400 mètres d'altitude, qui est une pente raide où les grimpeurs prennent souvent une pause pour changer leur bouteille d'oxygène ou vérifier l'équipement. Ils passent aussi par la face du Triangle à 8600 mètres, qui est une pente exposée avec de la neige dure ou de la glace, ou bien par le ressaut Hillary, aussi appelé Hillary Step, à 8790 mètres, qui est un mur rocheux de 12 mètres nécessitant l'utilisation de cordes fixes. C'est un passage critique, souvent engorgé par des alpinistes, ou encore par l'arête sommitale, qui est un passage étroit et vertigineux qui mène au sommet. Une fois au sommet, les alpinistes restent généralement 10 à 15 minutes pour limiter les risques d'épuisement, d'hypoxie ou bien d'engelure. Au sommet, à 8849 mètres d'altitude, la vue est spectaculaire, mais la priorité est de redescendre rapidement. Les dangers majeurs dans cette dernière étape de l'ascension sont le manque d'oxygène, car les bouteilles peuvent être insuffisantes ou défaillantes. On peut aussi avoir des tempêtes soudaines qui peuvent désorienter ou emprisonner les grimpeurs. Mais l'un des plus gros dangers sont les chutes ou les erreurs humaines, car les passages étroits et les cordes fixes demandent une concentration et une précision énormes. La descente est souvent plus dangereuse que la montée, car les grimpeurs sont épuisés et doivent rester vigilants. La majorité des accidents mortels se produisent pendant cette phase, dans cette zone de la mort.